canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous découvrirez cette émission. L'affiche est très très belle, je trouve. Il y a David Fonseca et Saad Chakali et ils ont beaucoup de points communs et c'est la première fois que je réussis à les réunir sur cette chaîne et j'en suis vraiment flatté, ému et honoré. Et on va continuer, je dis, à explorer un peu La Dernière Reine, ce film qui sort le 19 avril, ce film réalisé par Damien Onouri et Adila Bendimerad. Alors, on a essayé de questionner un peu plusieurs aspects comme la direction artistique avec Ferial Gasmi Siakem ou alors avec Shadi Chaban, on a parlé de la photographie, etc. Et là, aujourd'hui, on va parler de la critique du film, mais autant on en avait parlé avec 3 personnes qui questionnent le cinéma sur YouTube, aujourd'hui, ça va être 2 personnes qui écrivent des textes, des articles, qui proposent des choses, des passerelles et qui... le point commun, c'est cette espèce de laboratoire important qui s'appelle le Rayon Vert. Et d'ailleurs, je salue nos camarades du Rayon Vert. Et ils écrivent, David et Saad, pour le Rayon Vert. Saad, à côté, a quand même un autre espace qui s'appelle Des Nouvelles du Front, qu'il co-anime avec Alexia Roux que j'embrasse et puis David à côté de cela a d'autres projets littéraires et tout. Donc aujourd'hui on va parler de La Dernière Reine avec eux ensemble et je suis vraiment très content et je pose toujours cette question: comment allez-vous, messieurs? Saad, on est là. Eh ben c'est très bien. Alors Saad, ça veut dire on est bien, c'est ça maintenant quand il faut dire on est bien, Saad. Ça veut dire que on est là même si Macron ne veut pas, mais on est là. Et il l'a placé. La Dernière Reine, je rappelle, alors je vais quand même lire le synopsis pour celles et ceux qui ne savent pas du film. Ça se passe en 1516, au VIe siècle, en Algérie. Le pirate Harouch Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Et selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance. Contre toute attente, une femme va lui tenir tête, la reine Zafira, qui est jouée donc par Adila Bendimerad. Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d'Alger. Ça, c'est le synopsis officiel. Je pose la première question comme celle que j'avais posée aux 3 youtubeurs, on va dire ça comme ça. Est-ce que ce synopsis, déjà, vous qui avez vu le film, est-ce que vous y trouvez le film dans ce synopsis ou alors est-ce qu'il y a autre chose? Dès lors que le synopsis nous dit, nous indique un lieu et une temporalité, Alger, 1516, d'emblée, ce film de pirate sur un pirate me laisse penser que je vais peut-être, c'est ce que j'en espère, assister à une opération de piratage du film de pirate lui-même, en raison de ce lieu et de cette date, 1516, qui n'est pas n'importe quel type de date, qui est une date charnière dans l'histoire de ce drôle d'endroit qui s'appelle alors Alger, dont il faudra dire quelques mots après coup. C'est quoi Alger à ce moment-là? C'est une ville, c'est un État, les deux à la fois. Et donc mes attentes sont hautes. Et je le dis d'emblée, là aussi, elles ne seront pas déçues sur ce plan-là. Parce que, pour le dire très très vite, le film a sa vision est une véritable entreprise de piratage à l'égard de son pirate, est une véritable entreprise de piratage à l'égard d'un certain cinéma pratiqué à partir des années 2010 en Algérie, est une entreprise de piratage à travers une certaine représentation de l'histoire notamment, qui ici va la désindexer, qui la féminise, une opération de piratage contre une certaine manière de penser la politique, ce lieu de la civilité dans le film. Et ici, il y a des propositions qui sont puissantes. Bref, un film qui, à lui seul, alors la formule est peut-être un petit peu facile, mais qui est à lui seul une sorte de printemps arabo-kabyle qui, moi, en tout cas, m'a nettoyé le regard, a écumé
mon regard, pour enfiler la métaphore du piratage. Et voilà. Et donc, il va falloir pouvoir ensuite dérouler le fil de tout ce dont je viens d'annoncer à l'instant. Voilà. Donc, oui, le synopsis en lui-même est déjà gros de promesses et qui, pour ma part, seront tenues. Je partage en tout cas, à partir des prémices que David vient de présenter, l'enthousiasme dont je le ressens qu'il est intense pour sa part. Je pense que, en effet, le film excède évidemment là le synopsis, apporte des éléments, toute une série d'informations. Bon, le film c'est évidemment autre chose, mais il n'empêche que se dire que nous avons vu un film algérien qui se passe en 1516 dans cette ville d'Alger, à l'époque où s'y exerçait la domination espagnole, au moment où Alger est un État avec un régent qui, à la fois donc, qui tient d'une monarchie mais aussi d'une république, puisqu'il y a un conseil municipal représentatif de l'ensemble des tribus aussi qui font exister cette ville-là, et que alors un corsaire plutôt qu'un pirate, bon, on pourra revenir aussi sur cette terminologie, donc Harouj Barberousse libère avec ses compagnons, notamment originaires de ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, l'ancienne Yougoslavie, beaucoup de territoires sous domination espagnole dans le monde arabe, puisque ce sont des musulmans, et qu'à la suite de la victoire donc, de l'armée d'Harouj et de l'alliance avec le régent d'alors, donc Salim Toumi, la libération d'Alger, évidemment, il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir et qui, 2 ans plus tard, en fait, ouvrira à l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, évidemment, un règne qui durera, en fait, 3 siècles et quelques jusqu'à l'arrivée des Français. Bon, tout ça, là, se dire qu'un film algérien s'empare de ce pan d'histoire est en soi déjà historique. Puisque on est obligé, si on s'intéresse un tant soit peu aux films qui nous proviennent de cet étrange pays qui s'appelle l'Algérie, de leur rapport précisément à l'histoire, ce que l'on remarque d'emblée, c'est que l'histoire en Algérie, sur le plan cinématographique, est largement surdéterminée en fait par un roman national dont le foyer originaire, mais pour des raisons évidemment qui sont tout à fait légitimes, c'est la guerre d'indépendance. Donc, s'il y a histoire, c'est à partir de la guerre d'indépendance. Avant, il y a la colonisation. Il y a eu quelques films, très peu finalement, qui se sont intéressés aux années de la colonisation, parfois sur le registre du remploi d'archives existantes. Il y a 2 grands films. Il y a le film d'Assad Djebbar, La Zerba ou Les Champs de l'Oubli, d'un côté, et puis il y a le film d'Azedine Meddour, Combien je vous aime, de l'autre, qui reviennent sur les archives de l'époque voilà, coloniale jusqu'à la guerre d'indépendance, qui précède, et puis sur le versant de fiction qui serait des reconstitutions historiques, il n'y a pas grand-chose, en fait. Par ailleurs, quand il y a des films, souvent, c'est des films qui viennent de Kabylie, et qui sont parlés en langue berbère. Je pense à La montagne de Baya, d'Azedine Meddour, à nouveau encore ce réalisateur. Je pense à Batman Summer de Belkacem Hadjadj. Il y a Chronique des années de Braise qui s'intéresse avant. Il y a Chronique des années de Braise, tout à fait. Voilà. Mais il y a quelques films, il n'y en a pas tant que ça. Et je voulais aussi faire peut-être aussi juste marquer l'importance de Révolution Z. C'est un film de Tarek Tekia qui se passe à l'époque contemporaine, mais dont on sent qu'il est porté quand même par un souffle historique qui a plusieurs foyers dans plusieurs aires géographiques aussi différentes, mais avec le nom de Zenj qui ramène aussi à la révolte des esclaves noirs à l'époque des Abbassides. Bon, mais là, on a un film qui vraiment s'intéresse à une période de l'histoire de l'Algérie, à l'époque où l'Algérie n'était pas encore une nation, évidemment, construite par la contradiction avec la présence coloniale française. De ce point de vue-là, c'est déjà un événement. C'est déjà un événement de se confronter à ce pan d'histoire. Et s'y confronter, c'est aussi marquer que c'est une histoire incomplète, inachevée, source aussi de fantasmes, d'écriture, de réécriture, et donc du coup qui ouvre à la fiction. C'est-à-dire qu'on sait évidemment, il y a des éléments historiques avérés, Salim Mtoumi, Harouj Barberousse, et puis il y a d'autres éléments qui concernent notamment la reine Zafira, qui eux manquent d'être soutenus par des recherches historiques qui établiraient définitivement qu'elle a réellement existé.
Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, s'intéresse à l'histoire de l'Algérie qui précède largement la guerre d'indépendance, qui a été constitutive de ce roman national qui a largement pesé sur la production cinématographique en Algérie depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est s'intéresser aussi à un moment de l'histoire d'Alger particulièrement, qui relève à la fois de recherche historique documentée et en même temps d'une fantasmagorie, d'une certaine manière, qui autorise la fiction. Donc il y a une dualité là entre l'histoire et le roman, ou entre le documentaire et la fiction, qui va être constamment rejoué dans le film, et qui, d'une certaine manière, est établi comme une forme de dispute, d'alliance, de mésalliance, de trahison. Le film ne raconte que ça, d'une certaine manière. Et ce qui est très beau, c'est qu'en plus, le film est réalisé par un homme et par une femme, ce qui est aussi exceptionnel dans le cadre de l'Algérie. Donc c'est vraiment c'est une véritable conversation, c'est une dispute, au sens fort du terme, que le film organise à partir de la possibilité de raconter un épisode de la vie de l'Algérie avant que l'Algérie existe comme nation, à une époque où les recherches historiques ne sont pas entièrement, d'une certaine manière, rassemblées pour faire consensus sur cet épisode-là. Donc, du coup, ça produit de la fiction, donc ça produit aussi du cinéma de fiction, ça produit un jeu avec le genre, les genres, enfin, toute une hybridité, pour conclure, toute une créolité qui caractérise aussi très fidèlement Alger en 1516, parce que c'est une cité cosmopolite, on y parle plusieurs langues, on y parle évidemment l'arabe qu'on parlait à Alger, mais on y parle aussi le berbère, c'est notamment la première reine, la reine Chega, c'est une reine kabyle. On parle l'espagnol, on parle dans une huitaine de langues au moins, pour celles que j'ai dénombrées. Le film mobilise des ressources qui appartiennent à des gens très très différents. Enfin, le film est extrêmement créole, très brassé, très mélangé. Il ne cesse pas d'organiser une dispute entre tous les matériaux dont il a besoin pour se constituer comme film et pour, d'une certaine manière, être à la hauteur de ce qui se passait à ce moment où l'histoire aussi se dispute sa propre autorité avec aussi le fantasme, la fiction, et puis des questions de rapport de pouvoir. Des rapports de pouvoir, évidemment, entre Algériens et Espagnols, entre différentes factions, sources de pouvoir, mais aussi le pouvoir entre un homme et une femme qui font un film, et qui essaie de faire un film aussi contre un certain type de pouvoir qui empêche en Algérie ce genre de film d'exister. Donc le film aussi, d'une certaine manière, ne cesse pas de se raconter lui-même comme une bataille, et donc aussi comme une entreprise de piratage, c'est là que je rejoins tout à fait la vie, comme une bataille avec ses alliances, ses mésalliances, ses trahisons, ses retournements, contre un certain état ou une certaine situation qui est faite en Algérie aujourd'hui, et qui empêche des films précisément de se projeter en arrière dans une généalogie qui est riche d'histoire, de mélange, de brassage et aussi de fantasmes, donc de fiction, donc de rêve, évidemment, et donc de cinéma de fiction. Et de ce point de vue-là, c'est une œuvre absolument singulière qui est autant un film historique qu'un film qui fait histoire par rapport à ce qui se fabrique au cinéma en Algérie depuis 1962. Sur le plan historique, me semble-t-il, le film procède, comme le disait très bien Saad à l'instant, d'un mouvement de désindexation, d'un double mouvement de piratage, à mon sens. Première opération de piratage à l'égard d'une certaine manière, pour rester sur le seul plan historique, et c'est déjà essentiel en soi, le film participe d'une remise en question de tous ces débats. Vous savez qu'il y a eu lieu en 2005 en France à propos d'une certaine logique positive du colonialisme et de cette fameuse loi de 2005 que Chirac a fini par retirer au dernier moment, mais qui ensuite a embrayé sur ces débats sur l'identité nationale sous l'ère Sarkozy. Et avec cette idée, alors là on est dans une représentation franco-française du colonialisme et des apports positifs du colonialisme. Et c'est une thèse qui est reprise dans cet ouvrage que je voulais vous présenter, notamment par Boualem Sansal, qui est un essayiste, enfin qu'on peut qualifier d'essayiste, romancier, aujourd'hui assez important, algérien. Cette idée qu'il reprend dans cet ouvrage, c'est qu'au fond, il considère, comme tous ceux qui ont considéré, qu'on peut qualifier comme étant des révisionnistes, qu'il y aurait un apport positif du colonialisme, c'est que l'Algérie, telle qu'elle existe aujourd'hui en tant que nation, serait un legs
Eh bien, du colonialisme. Un cadeau empoisonné, sans doute, qui ne serait pas reconnu par les Algériens. Mais au fond, avant la colonisation, c'est la thèse de Boualem Sansal, au fond, l'Algérie n'existe pas. Il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas d'Algériens. Il y a des tribus qui guerroient, mais qui n'ont pas d'intérêt commun à se fédérer entre elles. Et c'est la colonisation, au fond, c'est la colonisation qui ferait naître chez ces individus une identité singulière et qui mènera ensuite à des luttes. Mais au fond, avant la colonisation, c'est-à-dire avant 1830, 1830-1962, et avant la guerre de libération nationale 54-62, l'Algérie n'existe pas. Le film, sur ce plan fait littéralement exploser cette idée-là. L'Algérie, avant 1830, avant la colonisation française, elle existe. Elle est là en 1516. Ce qui se met en place en 1516, et là on reste sur le plan purement historique, et qui reprend très, très, très bien le film, va se mettre en place ce qu'on a appelé la Régence d'Alger, avec Tunis et puis Tripoli, qui va dessiner la carte du Maghreb actuel, au fond, et se met en place ce qu'on va appeler alors un immense intellectuel qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui est un géographe, économiste, historien, précurseur de la sociologie, homme d'État arabe. Donc dès le XIVe siècle, fin du XIVe, début du XVe, puisqu'il meurt au début du XVe siècle, ce que lui-même Ibn Khaldoun, donc à cette époque-là, va appeler le pouvoir-État d'Alger. Pardon pour mon arabe, mais Daoula al-Jazaïr. Le pouvoir-État d'Alger qui va se transformer ensuite en Watan al-Jazaïr, c'est-à-dire en patrie d'Alger. Et que donc, l'Algérie existe. C'est-à-dire que Alger, à travers cette régence, qui est mise en place ici, après cette prise par la force des frères Barberousse, Alger devient à la fois le nom d'une capitale, d'une ville, et d'un État qui est envisagé comme soit une monarchie républicaine, mais qui est une au fond, qui pourrait s'apparenter aux cités antiques. Une cité, elle est constituée d'une ville et puis d'un arrière-pays, avec sa campagne. Et voilà ce que caractérise Alger. Donc là, c'est très, très important. Le film nous dit qu'avant 1830, contrairement à cette idée répandue notamment par Boualem Sansal et d'autres, évidemment, l'Algérie, elle existe. Elle existe. Et cela va beaucoup plus loin dans le film parce qu'à cette première opération de piratage d'ordre historique, mais côté franco-français, le film va aussi procéder d'une opération de piratage, mais cette fois-ci à l'égard de ce dont parlait à l'instant Saad, du roman national tel qu'il a été mis en place en Algérie. Ce roman national, pour le dire très très vite, est tel qu'on le trouve dans les manuels scolaires. Alors, il faudrait que je nuance ce que je dis, et donc sous réserve, s'il y a des spécialistes, ils me reprendront, mais au moins jusqu'en 2008, dans les années 2010, au moins dans les manuels scolaires algériens, à grands traits, voilà à peu près comment est présenté ce roman national. Au fond, l'Algérie existe, au fond, à partir de la conquête arabe, c'est-à-dire à partir de 647-709, c'est la conquête arabe. Et puis après, très largement, des pages vont être consacrées à la colonisation française, 1830-1962, et puis à la guerre de libération nationale, 54-62, et avec une manière de présenter l'histoire de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en insistant sur la colonisation française, et la guerre de libération et la conquête arabe, alors c'est une manière de dire plusieurs choses. C'est une manière de dire qu'au fond, la conquête arabe et la période de domination ottomane ne sont pas les équivalents du colonialisme français. La conquête arabe et la domination ottomane, au fond, sont des entreprises de libération. En islamisant l'Algérie, celle-ci est libérée.
elle n'est pas colonisée. Il y a aussi une manière de montrer qu'au fond, de consacrer les frontières héritées du colonialisme, mais surtout de nier, d'effacer l'identité berbère millénaire, aussi à travers ce roman national. De même qu'au fond, ce roman national s'efforce de mettre en place, de près ou de loin, une sorte de guerre de libération qui s'apparenterait à une sorte de djihad planétaire arabo-musulman contre les croisés, pour dire très très vite les choses. Le film d'Adila Bendimerad et de Damien Onouri, en optant pour une autre époque, c'est-à-dire en sortant du cadre de la colonisation française, montre que les problématiques sont identiques. Dès 1516, dans cette période charnière entre la période de reconquête espagnole et le début de la domination ottomane, qui va débuter en 1521 à peu près, hein, avec Soliman Ier, ce que rappelait à l'instant Saad, montre qu'au fond, se joue là déjà quelque chose qui sera reprisé plus tard, au fond, et que le film met en tension, au fond, l'idée que déjà là, se met en place un récit d'émancipation à la fois d'Alger, double récit d'émancipation, Alger, et à travers cette figure féminine, cette reine Zafira, qui, en même temps que s'opérerait une forme de décolonisation d'Alger, cette femme, elle-même, va gagner à travers la mise en récit qu'elle va opérer d'elle-même, à travers la représentation qu'elle se fait de son individualité dans le cadre de son couple, mais aussi sur le plan politique, comment elle va se construire en tant qu'individu. Et c'est le double récit de cette émancipation qui devient alors là aussi, pour le coup, très important pour moi dans ce film. C'est-à-dire ce lien qui est sans cesse fait entre la libération d'Alger et la libération de cette femme qui est une entreprise auto-libératrice. C'est-à-dire que c'est elle qui s'auto-institue en tant qu'individu dans le film et qui en fait, me semble-t-il, toute la puissance. Il faut pas aussi, juste je rappelle qu'il y avait aussi un autre film qui s'appelait L'Andalou de Mohamed Chouir, mais c'est vrai que l'action se déroule exactement, et il y a des moments où ça se déroule à Oran au début du XVIe siècle, mais c'est différent. En 1509 dans le film exactement. de Mohamed Chouir. Ouais, exactement. Ça. Mais c'est intéressant parce que là, on parle pour le coup, et pardonnez-moi de revenir toujours sur ça, qui est plus qu'un leitmotiv, mais quand même, c'est quand même de construire des images, pas de les fantasmer, mais de les imaginer, et donc finalement, à un moment ou à un autre, que ces images-là deviennent aussi peut-être la continuité de ce qu'on désire du cinéma, que ce soit du côté de chez Damien ou du côté d'Adila. Donc, on va travailler sur une période dont on n'a pas grand-chose cinématographiquement parlant. Et je reprends la phrase de Dané qui disait, en parlant de la Yougoslavie, le cinéma, sur ce point de vue, on n'a pas fait son taf. Il y a cette période-là, le cinéma n'a pas encore vraiment fait son taf. Et là, on a donc deux personnes dont une qui va écrire, qui va imaginer quelque chose sur un personnage qui déjà on ne sait même pas si il a existé, ce personnage-là, Zafira. Mais ça qui est très très bon, il est toujours dans cette idée d'imagination et donc de cette idée de créer ses propres images. Et là où je veux en venir, et ça devient une question, est-ce que ce film réussit, selon vous, à éviter le fameux piège de l'illustration? C'est-à-dire qu'on veut tellement créer une image qu'on n'a jamais vue qu'on finit par, pour le coup, être dans une forme d'illustration, dans une forme artistique qui serait de l'illustration et aussi de mettre un peu plus en avant le scénario, les dialogues, donc une forme de théâtralité peut-être, et d'oublier d'aérer ça. Est-ce que, et donc de ne pas avoir de résonance avec la société contemporaine, même si vous y avez un petit peu répondu par rapport à l'entreprise de piratage. Donc,
Est-ce que ce film, finalement, réussit à éviter les poncifs, comme on dit, de l'illustration, selon vous? En fait, c'est ces poncifs où il les affronte, mais il les affronte à partir d'un endroit où les questions ne se posent pas comme elles se posent en France, en Europe, en Amérique du Nord ou dans des pays dans lesquels le cinéma est une industrie qui fonctionne, qui produit beaucoup de films et qui les produit avec des capitaux, des techniciens. Là, on est dans un registre tout à fait différent. Enfin, puisqu'on évoquait la figure de Mohamed Chouir, le premier film de lui que j'avais découvert au cinéma, c'était L'Arche du désert. Et c'est vraiment l'image qui s'est imposée à moi quand j'ai vu, on a découvert avec Alexia Roux, c'était en décembre, déjà on a eu la chance de le voir en avant-première au cinéma Le Luxor à Paris en décembre de l'année dernière. Quand on a découvert ce film, on s'est dit, voilà, c'est une arche du désert. C'est-à-dire que c'est un film très puissant, très puissamment armé, mais qui arrive dans un endroit où il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a plus d'industrie. C'était une industrie du cinéma qui était très puissante dans le monde arabe et particulièrement au Maghreb dans les années 60-70, qui produisait beaucoup de films et qui a été progressivement liquidée dans les années 80 et particulièrement balancée par-dessus bord dans les années 90. L'État a décidé de cesser de faire des films en invitant ces réalisateurs qui étaient des fonctionnaires d'État à devenir en fait leurs propres producteurs et donc d'une certaine manière des entrepreneurs privés de leur propre désir de cinéma. Bon, on arrive 20 et quelques années après dans un paysage particulièrement dévasté dans lequel le principal fonds de soutien, de subvention du cinéma a été aboli. Il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle le VDATIC, dont le film a bénéficié, mais c'est pour dire à quel point c'est quand même très très difficile de faire des films comme ça, et particulièrement voilà, dans des zones qui ont été très très peu cinématographiées, qui ont été très très peu représentées en cinéma, sinon, là en l'occurrence, pas du tout. Donc on est vraiment dans un désert. Enfin, c'est quand même des éléments qu'il faut rappeler. Évidemment, on voit un film, on voit des images mobiles sur un écran, mais enfin, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux conditions matérielles concrète de production de ces images. Bon, c'est une idée qui a 10 ans d'existence. C'est un film dont le montage économique a été très complexe, même s'il est, et ça c'est très important de le rappeler, il est d'abord algérien, le financement est algérien, mais ça part aussi de production, de producteurs et de productrices algériennes. Adila Bendimera est productrice avec Tajine Taj, donc du coup elle apporte aussi des capitaux avec son étiquette de productrice. Il y a une alliance avec Agathe Film, donc avec la France, mais il y a des capitaux qui viennent de différents mécénats au Liban, dans les pays du Golfe, et puis il y a aussi beaucoup de techniciens qui viennent de Chine, qui viennent de France. Enfin, bon, je veux dire, c'est un film qui a été très compliqué à faire. Il y a eu la crise sanitaire et aussi marqué évidemment une grande difficulté pour la réalisation de ce film. Enfin, c'est un projet voilà, vraiment monumental. Il y a une dimension monumentale. Donc forcément, la question de l'illustration, du décoratif, comme Saber que la pose, évidemment, s'impose toujours quand on a affaire à un projet comme ça aussi compliqué. Mais il faut être monumental parce que précisément, c'est un endroit de très grande adversité, de très très grande difficulté. Donc il faut un peu plus bander les muscles qu'ailleurs, d'une certaine manière. Mais il faut aussi entendre que le monument, c'est comme le disaient Gilles Deleuze et Félix Gatouari, c'est aussi le dispositif qui permet de susurrer à notre oreille des choses qui caractérisent aussi notre actualité. Et c'est aussi un film qui parle complètement de notre actualité. C'est-à-dire de la possibilité de faire entendre ceci, d'ailleurs. C'est une phrase, en fait, qui, dans le film, est rapportée. Elle appartient à Sidi Abderrahmane, donc, qui est le saint patron d'Alger, qui est le membre d'une tribu importante dont Salim Ntoumi est descendant. Et voilà, il est héritier, les Talbiya. Sidi Abderrahmane, on rapporte ce propos dans le film, dit l'Algérie, dans ses épreuves, est un émerveillement. Voilà. Cette phrase-là, elle a une dimension paradigmatique. Elle est tout à fait exemplaire du film et d'une certaine manière de la situation de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. C'est-à-dire, vivre en Algérie, c'est affronter beaucoup d'épreuves, dont son désir de cinéma en particulier. Il n'empêche que c'est quand même un émerveillement, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, il y a beaucoup de trésors à désenfouir, il y a beaucoup de choses à exhumer, il y a beaucoup de pans aveugles à explorer, il y a beaucoup de trouées, il y a beaucoup de percées à accomplir. Et il y a aussi beaucoup d'adversité, parce que vous rencontrerez dans votre vie
tous les Harouj, c'est-à-dire tous les petits fonctionnaires zélés, tous les administratifs un peu rigides qui, évidemment, vous tenteront de vous étouffer, tenteront de coloniser vos envies de vous émanciper. Voilà, ça, c'est cette tension-là, elle est complètement caractéristique du film, et pas simplement dans son récit, elle est caractéristique du film dans son histoire, dans son très lent accouchement. Et en plus, elle est l'objet d'une discussion entre deux artistes, Damien Onouri et Adila Bendimerad. Et c'est ça qui est passionnant. Ce qui fait qu'on n'est pas dans l'illustration, c'est qu'on est dans une bataille, mais aussi on est dans une bataille amoureuse. Hein. Enfin, on peut le dire de cette manière-là. C'est une bataille créatrice, mais c'est une bataille amoureuse entre le désir qui appartient à Adila Bendimerad, qui, par exemple, travaille le théâtre, mais travaille le théâtre dans des directions d'ailleurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Le film est tout sauf homogène. Il a une puissance de rigueur, de cohérence, mais avec des matériaux extrêmement hétérogènes. Donc, il y a le théâtre de chambre, il y a une dimension aussi shakespearienne tout à fait assumée. Je me souviens d'une discussion que vous aviez eue avec Samir et le réalisateur en évoquant Macbeth, notamment, bon, de Shakespeare. Donc, c'est aussi tout un travail de théâtre que Adila Bendimerad redéploie dans le cadre du film, mais qui est aussi très, très original, hein, parce que ça donne aussi des gestes, des postures, des cabrures, des torsions, des distorsions et des choses très, très nouvelles dans le paysage du cinéma qui peut se fabriquer en Algérie. Et puis aussi, ce que Damien Onouri a envie de faire, et qui est davantage dans le registre de l'épopée, davantage dans le registre de la bataille, et qui va mobiliser d'ailleurs aussi des références qui viennent de très, très loin, et notamment du cinéma asiatique, particulièrement du cinéma chinois, du cinéma taïwanais. Il ne faut pas oublier que Damien Onouri a eu comme un premier parrain de cinéma Jia Zhangke. Bon. Et Jia Zhangke, c'est aussi un cinéaste d'une certaine manière qui fait un peu le même travail. On voit le rayonnement exercé par Jia Zhangke sur le travail de Damien Onouri dans cette question-là, c'est-à-dire d'essayer d'investir le territoire dans des endroits peu montrés, avec des désirs de fiction très affirmés, des désirs aussi de discussion, de disputes à partir de matériaux très, très hétérogènes. Le documentaire, la fiction, avec une géographie qu'il faut évidemment complètement renouveler. Cette discussion, elle se fait constamment et j'ai trouvé très significatif d'une certaine manière que Zafira dans le film s'écrive pour notre alphabet à nous, Z-A-P-H-I-R-A, parce que ce qui s'est imposé, c'est le zéphyr. Tout d'un coup, j'ai vu ce souffle-là traverser tout le film. Le zéphyr, ça a beaucoup de sens. C'est un terme qui est polysémique, qui renvoie à des régions symboliques, culturelles, tout à fait différentes. Mais en particulier, je retiendrai deux ou trois sens associés au zéphyr. C'est d'abord un vent impulsif, doux, mais qui peut être très, très violent. C'est tout à fait à l'image du film. Il peut être très apaisé, très cadré, très solide, et puis tout d'un coup complètement barré, très fougueux, très cadré. C'est aussi le père d'Eros, qui est associé au vent de l'Ouest, c'est-à-dire aussi au couchant. Donc il y a cette dimension érotique, quand même, qui est très, très puissante, dont on savait qu'Adila Bendimerad et Damien Onouri avaient le souci d'en cultiver des résonances, notamment avec Kindil. Hein, parce que Kindil, c'est aussi l'histoire d'une femme qui travaillait comme ça par des passions, par des mouvements pulsionnels très, très grands et très, très puissants, qu'on retrouve redéployés ici dans un cadre évidemment différent. Et puis, le zéphyr, c'est un geste que les danseurs et les chorégraphes connaissent très, très bien, qui consiste à avoir une jambe raide qui fait l'assise du corps, bien plantée dans la terre, immobile, et l'autre jambe qui fait un mouvement de balancier. Et c'est exactement ce que fait le film. Vous avez une assise très très solide, c'est la dimension un peu monumentale, qui peut-être attire à elle ce qu'on pourrait appeler ces poncifs de l'illustration, de la décoration, mais qui sont forcément nécessaires dans une entreprise comme celle-là, mais le film les dépasse aisément parce que précisément il y a ce balancier. Où d'un côté, évidemment, alors on a toutes les polarités, on a l'épopée, le film de genre, le film de pirate, le film d'aventure, le film de bataille, les effets spéciaux, la dimension même un peu asiatique des combats, puis en même temps les ressources aussi picturales très fortes. Et puis de l'autre côté, vous avez le théâtre de chambre, vous avez les conciliabules, les trahisons, et puis vous avez aussi la dimension shakespearienne, la femme qui accède à une position de pouvoir complètement nouvelle aussi, et qui invente un chant propre pour, d'une certaine manière, se démarquer non seulement d'Harouj, de son mari, mais d'une certaine manière de tous les hommes qui représentent le pouvoir. Parce qu'elle incarne une figure d'hétéronomie radicale et de rapport à la violence aussi, qui fait sécession par rapport
à la circulation et à la violence qu'il y a dans tout le film, dont il faut parler, parce que Damien Nourri, et c'est l'importance aussi de rappeler qu'il a réalisé Philae, c'est un cinéaste qui est vraiment très intéressé par la violence. Mais pas simplement sur le mode décoratif ou illustratif. Non, ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment elle circule et comment elle se différencie, comment elle produit des séries mimétiques. Alors j'agis violemment parce que j'ai été agi violemment et je reproduis une violence d'une certaine manière qui, comme ça, embrase tout un milieu, et comment j'arrête cette violence, ou comment je trouve une violence différencie ma violence de la violence d'une certaine manière qui ne cesse pas de circuler dans le monde dans lequel j'habite. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a plusieurs manières de donner la mort dans le film que l'on voit. Et la dernière manière, c'est une manière tout à fait différente. Et ça, probablement qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bon, en tout cas, voilà, c'est un film qui brasse beaucoup d'eau. C'est vraiment, ça, c'est très important. Le film brasse énormément ses eaux, donc il est constamment en mouvement, il est constamment en train de se contredire. Donc on est tout. Évidemment, enfin, un film de reconstitution historique, il y a toujours la menace que ce soit un peu académique. Et c'est une menace qui est complètement assumée, mais on est dans un endroit où il n'y a pas d'industrie de cinéma. Donc, d'une certaine manière, on peut aussi inventer un académisme contre lequel, évidemment, on va avoir le désir de s'émanciper. C'est aussi, encore une fois, l'histoire du personnage de Zafira aussi, qui est dans un environnement tout à fait corseté, réglé, conventionné, et qui va en sortir. C'est le chardonneret qui s'évade, évidemment, de sa cage, et c'est l'enfant qui ne cesse pas à chaque fois qu'il est à un endroit, de vouloir aller ailleurs. Le film est tout à fait accordé, fidèle à l'esprit de ce chardonneret et de l'enfant, qui constamment s'évade de sa cage. Donc, il faut construire la cage pour s'en évader. C'est cette dialectique, c'est ce mouvement de balancier, c'est ce zéphyr qui soulève le film et qui permet, encore une fois, d'investir un endroit où le cinéma n'était pas allé en Algérie, et d'autre part, pour montrer à quel point ce sont des questions, effectivement, d'actualité, comme l'a très bien dit David, c'est comment on s'émancipe. Parce que les colons, je veux dire, ils se succèdent. Je veux dire, les colonels n'ont pas cessé de se succéder et continuent aujourd'hui d'exercer des effets très concrets sur la vie des gens. Et comment on fait pour s'en évader? C'est pour ça que c'est un film aussi très puissant sur la question du suicide. En Algérie, aujourd'hui, quand on se suicide, on rejoue le geste de Zafira. Voilà élémentairement ce que raconte le film. Vous refaites ce geste-là, vous faites un geste d'émancipation. Même quand vous êtes désespéré, le suicide est un geste d'émancipation contre le colon qui vous afflige, qui vous humilie, qui vous opprime. C'est le fonctionnaire, c'est le flic, c'est le maire, c'est la figure de pouvoir qui, dans la rue, vous humiliera. Contre elle, si vous retournez une violence contre vous, pour ne plus avoir à subir cela, si vous vous mettez le feu. Il y a eu un très grand documentaire d'Algérie qui s'appelait Nard, de Myriam Achouabouakar, l'auto-immolation par le feu, ou Ashkal récemment en Tunisie, de Youssef Chebbi. C'est un geste politique. Voilà. Ce film a la puissance de montrer ça. C'est un film très désespéré, très puissant, porté par une grande espérance, mais également aussi très furieux et très désespéré à l'égard de ce qui se passe en Algérie après un immense mouvement social qui a été l'Irak, qui était une manière de parachever véritablement la dépendance d'une certaine manière, et qui s'est aussi soldé par un échec terrible et par une situation aujourd'hui qui est particulièrement dégradée en Algérie. Et c'est un film qui crie aussi de douleur à l'égard de cette situation-là. Donc c'est un film aussi d'actualité. 1516 est une manière de parler de 2022, 2023. Je veux dire, ça c'est aussi très très puissant, ce qui fait que le film est très moderne aussi de ce point de vue-là. Mais il fallait pour faire un film, et je vais m'arrêter là-dessus, pour faire un film comme celui-là, il faut en faire 10, 15, 20. C'est comme si les 10, 15, 20, 30 films qui n'avaient pas été faits étaient faits en un seul film. Et donc, du coup, ça donne un film qui est furieux, qui est complètement passionné, qui a besoin de produire une certaine image d'académisme pour tout de suite, évidemment, la contrarier, qui a besoin de faire du théâtre pour ensuite sortir et faire un film de genre. C'est effectivement, on peut tout à fait adopter la proposition de David sur le piratage. C'est un film de pirate, mais y compris de piratage interne de ses propres processus, de ses propres dispositifs, de ses propres manières. C'est un film d'ailleurs qui, je l'ai revu du coup deux fois après l'avoir vu en salle, et c'est un film qui gagne en densité à chaque fois que vous le revoyez. C'est vraiment étonnant. C'est un événement de cinéma qui dépasse largement l'Algérie. En fait, c'est une question pour toi, David, et je rebondis sur ce que dit Saad. Est-ce que ces différents territoires que le film explore, est-ce que qu'il veut tout explorer, comme le dit très bien Saad, les 30 films se réunissent en un, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être la peur que parce qu'on ne va pas au bout de ces territoires, qu'on essaye juste d'avoir l'intention d'y aller, ça peut donner aussi peut-être, ça peut perdre beaucoup
celui ou celle qui regarde ce film? C'est une proposition, je rebondis sur celle de Saad. Tu pourras réagir après, Saad, bien sûr. C'est juste histoire d'apporter d'autres Non, possibilités à notre expérience. je ne pense pas. Ni à la première vision, ni à la seconde, ni à la troisième. Comme le disait Saad, le film gagne en intensité. Pour répondre à ta question, Samir, je reviens à la précédente question. Est-ce qu'on est dans l'illustration? Si on est dans l'illustration, c'est pour désillustrer ce qu'il s'agissait d'illustrer. Le film emprunte en effet à des régimes très différents. Le théâtre, la tragédie shakespearienne, antique aussi. Ah, on est chez Échille, on est dans Agamemnon, qui dit on n'est pas dans une espèce de conception de la tragédie où le cœur antique serait là pour rappeler à chacun qu'au fond on doit supporter son destin. Non, non, on est dans une conception vraiment antique de la tragédie où au fond ce n'est qu'à celui qui a souffert, dit Échille, ce n'est qu'à celui qui a souffert que la justice accorde de comprendre. C'est par l'épreuve et la souffrance que la reine Zaphira accède à la personnalité, à ce qu'elle est en tant qu'individu, à travers les épreuves qu'elle traverse. On est mobilisé donc le théâtre, la peinture. C'était très intéressant d'entendre le chef opérateur, de citer les inspirations qui ont été les siennes. Il cite Burroughs notamment, et puis il cite Turner à un moment donné. Turner, ça n'est pas rien. C'est le peintre du rien, de l'indistinct, ou plutôt des formes à ce point mêlées, comme cette année 1516, à la croisée des chemins, comme cette reine qui est à la croisée des chemins, comme chacun semble l'être, comme l'Algérie l'est sans doute, comme elle se construit de façon rhizomatique, j'y reviendrai plus tard, au fond finalement, et qui en fait sans doute l'une des propositions aussi les plus intéressantes. Bref, toutes ces formes-là sont empruntées depuis les décors, le scénario, le théâtre, la peinture, mais pour donner naissance à un nouveau monde, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas là, à une proposition cinématographique qui fait que des êtres se dressent et qu'un monde soit, et qu'ils deviennent visibles. Et ce monde, je l'ai vu et il m'a regardé pendant la projection des films. Il ne m'a jamais perdu. Ce qui est encore puissant, au fond, et qui se joue alors sur le plan de la mise en scène, très tôt dans le film, et c'est ce dont parlait Saad à l'instant pour rebondir aussi sur cette idée de centralité et de balancier. Au fond, le film débute. On peut parler des premières images du film, Samir? On peut? Merci. La première scène, les premiers plans du film s'ouvrent sur la reine Zaphira, qui est une reine, on l'a dit peut-être trop vite, mais qui déjà est une reine colonisée de l'intérieur, c'est-à-dire au sein de son couple, puisqu'elle n'est que dans l'ordre de la hiérarchie, elle n'est que la seconde. Et on la voit depuis ses appartements qui sont coupés du palais royal où se trouve Salimat Toumi, et puis la première reine, Shega, et elle est là, parmi d'autres femmes, qui est sa cour, et elle paraît oisive, et elle semble perdue au milieu des unes et des autres. Et la caméra ondoie, comme ça, passe des unes aux autres. J'en reste là pour l'heure. Et on a l'impression qu'en effet, cette reine, elle est immobile. Elle n'est pas mobile, hein. Elle est montrée immobile, en train de festoyer, ce qui lui est reproché par ailleurs, hein. Ce qui lui est reproché par l'une des femmes de la cour, hein, pendant que les Espagnols sont en train de nous étrangler, dit-elle, elle festoie. Ce à quoi plus tard elle répondra. Je laisse de côté. Et puis, à cette première scène, vient s'opposer, plein cadre, le visage d'Arouj, hein, interprété par Dali Ben Salah, qui occupe le cadre tout entier. J'ai là, alors, plusieurs lectures sont possibles.
il n'est pas montré de n'importe quelle manière. Hein. On a l'impression qu'il est montré tête baissée, front en avant, très bas du front, guerroyant, c'est-à-dire prêt à sortir du cadre. Et se pose la question, pour moi, hein, d'emblée, lorsque je vois ces deux scènes très différentes dans leur construction, celle d'une femme qui est parmi sa cour, montrée immobile, et puis celle d'un homme qui occupe le centre, la totalité du cadre, je me dis, ah tiens, va se poser sans doute la question de savoir, ce dont parlait tout à l'heure Saad, va se poser sans doute la question de savoir qui va occuper la centralité du cadre. Comment le mouvement de balancier va s'opérer de l'un à l'autre, de Zafira à Haroud. J'ai un personnage qui mange tout le cadre, j'en ai un autre qui est un peu perdu parmi d'autres éléments du décor, parmi d'autres femmes. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où on voit Haroud plein cadre, c'est que là, il y a une forme de centralité. On a un homme, on a une représentation de l'histoire faite par les hommes, d'un homme qui est prêt à la conquête, à prendre Alger. Alors, en fait, on sait que là, il tente de prendre Béjaïa, on est en 1512 et ce sera un échec. Et là, il y a un effet de chronologie, d'anachronisme qui est assez intéressant dans le film. Je laisse de côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est cette figure de centralité, en même temps, et c'est là la puissance du cinéma, c'est que dans une même image, j'ai à la fois un élément de verticalité, de centralité, mais en même temps, ce visage, il oscille. Il est pris par les battements des flots marins. On entend le bruit des flots marins. Il est sans doute sur une barque à Rouge. Et par ce seul plan, je me dis, voilà toute l'intelligence du film. On me montre un homme qui est à la fois installé, mais où se joue peut-être sa désinstallation. Il est à la fois installé et désinstallé. Il est à la fois solide, mais sur des assises qui ne sont pas fermes, qui vont lui être contestées. Et qui vont lui être contestées par qui précisément ? Par la reine Zafira. La question va se poser de savoir qui va occuper le cadre. Qui va occuper le cadre, hein ? Est-ce que c'est cet homme, hein, ou est-ce que c'est cette femme ? Ou comment vont-ils se ménager une place, un recès, en tout cas un endroit où loger, où habiter durablement ? Comment ça va se jouer entre eux ? Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que Zafira, avant sa rencontre avec Haroud, parce qu'on pourrait penser qu'au fond, la question de son positionnement social et en tant qu'individu va se jouer au moment de sa rencontre avec Haroudj. Mais ça n'est pas du tout le cas, parce que souvenez-vous très vite, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez très vite, lorsqu'arrive Salim Toumi, lorsqu'arrive le sultan dans les appartements de la reine Zafira et qu'il lui dit, c'est la 3e scène du film, et qu'il lui dit qu'il lui faut gagner l'Espagne pour rejoindre Ferdinand Ier, roi d'Espagne, pour s'efforcer d'améliorer les conditions de vie à Alger, et qu'il va partir pour un mois durant. Que fait Zafira, qui est très intéressant sur le plan politique, dans le cadre de son couple. Elle qui n'est que la seconde dans l'ordre de la hiérarchie des reines. Elle s'oppose à lui. Ça va très très loin cette histoire, cette affaire. Elle s'oppose à lui et elle va jusqu'à la menace du divorce. Elle lui dit qu'en quittant sa couche, le roi n'est plus son mari. De même qu'il souhaite lui prendre son fils, faire en sorte que leur fils rejoignent le palais royal et quittent sa mère. C'est très très intéressant cet épisode, parce que déjà dès les premiers instants du film, avant même sa rencontre avec Haroudj, avant même cet affrontement avec Haroudj, eh bien ce qui se joue là, c'est que Zafira fait l'épreuve du politique, de ce que c'est que de se construire comme être politique au sein du couple. C'est quelque chose de fondamental que vont théoriser des auteurs plus tard. Milton, par exemple,
en 1643. Donc, on est un siècle et demi après cette affaire, on est en 1516. En 1643, John Milton va écrire un ouvrage sur la doctrine du divorce, qui sera relayé par Hobbes dans le Léviathan, qui sera reprise par John Locke dans son second traité du gouvernement civil. Et que disent ces auteurs qui est très, très intéressant et qui permettent de mieux comprendre? C'est que ce jour-là, ce dont parle Stanley Cavell avec ses comédies de remariage, c'est-à-dire que Zafira, dans le cadre de son couple, elle fait l'expérience, en discutant avec son mari, elle fait l'expérience de la discussion. Elle fait l'expérience du vote. Elle fait l'expérience de la désobéissance civile en refusant d'accepter la décision de son mari de partir un mois durant. Elle sous la menace du divorce, donc, elle montre combien déjà, politiquement, elle est construite. Et d'ailleurs, dans la première scène, je reviens à la première scène du film, où elle était montrée apparemment comme étant oisive, ce n'est qu'une illusion, parce que très tôt, elle va prendre la parole, et donc c'est par la parole qu'elle va se libérer, à cette femme qui est en train de la critiquer, de dire qu'au fond, alors que les Espagnols sont en train de les étrangler, voilà une reine qui s'amuse, au fond, qui se distrait, qui festoie. Eh bien, très tôt dans le film, première scène, Zafira va invoquer les figures tutélaires dont parlait à l'instant Saad. Elle va parler d'un rêve qu'elle a fait, où elle s'efforce de gagner la Casbah, mais elle est empêchée. Mais elle a fait un rêve que les occupants ne peuvent pas comprendre, dit-elle. Et dans ce rêve, elle invoque des figures de la résistance, qui sont celles de Sidi Abderrahmane, qui est le saint patron d'Alger, qui est un penseur, un théologien musulman, berbère. Et puis elle va invoquer aussi une autre figure politique berbère, un homme politique du Xe siècle qui s'appelle Bologhine dans le film. Et donc, c'est très, très intéressant très tôt d'invoquer ces figures de résistance, qui va la construire ensuite politiquement quand elle va rencontrer Harouch. Parce que Zafira, au fond, c'est quoi? Au fond, dans le film, elle est montrée comme une place publique. C'est-à-dire, elle appartient à personne, ou plutôt, je devrais dire, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à son mari, elle appartient à l'imam, elle appartient à ses frères. Lorsque son mari meurt, ses frères viennent à la demande du père et qui montrent que donc elle appartient à son père parce qu'elle n'a plus de tuteur, son mari était son tuteur, son fils Yahya est censé devenir lui-même son tuteur, donc elle appartiendrait à son fils, à son père, à ses frères, à l'imam, au roi, et c'est de toutes ces figures-là dont elle va s'émanciper dans le film. C'est une véritable opération de décolonisation qui s'opère dans le film à la faveur de sa rencontre avec Salim Toumi, mais aussi à la faveur de sa rencontre avec Harouch, et qui donc devient évidemment un film très actuel ce faisant. Mais c'est marrant que tu parles de place publique, parce que toi, tu n'as pas vu Kill Bill, mais Saad, à la fin de Kill Bill, ça se termine sur quoi? Ça se termine sur une place publique, ça se termine sur le personnage joué par Adila, qui devient une espèce de femme méduse. Ça, pour le coup, on va pas trop spoiler parce que c'est intéressant mais qui finit en pâture sur une place publique. C'est incroyable que tu parles de ça, de ce rapport. Tu n'as pas vu le film, David, c'est dommage, mais il y a cet aspect-là. Ouais, je n'ai pas vu le film. Et donc, place publique, elle va se réapproprier la place. Elle va se réapproprier tout le long du film la place qui est la sienne, la place qui lui est due, la place qui ne lui est pas donnée. Et ce qui est très, très intéressant, ce qui est très, très fort, ça elle le disait tout à l'heure, ce qui est très, très fort là aussi encore sur le plan politique, c'est que la figure politique qui est montrée de cette femme, mais elle est d'une nouveauté radicale. Enfin, je veux dire par là qu'elle est très, allez, allons-y pour les grands mots, elle est très machiavélienne. Ça veut dire quoi? Elle est dans le droit fil de ce que Machiavel va écrire dans Le Prince. Alors, Le Prince, c'est intéressant parce que, je contextualise un petit peu, on est en 1516 dans le film, le Prince de Nicolas Machiavel, il est écrit en 1513. Il ne sera publié qu'en 1532. Et puis, le Prince de Nicolas Machiavel, au fond, c'est un ensemble de conseils prodigués au prince
pour faire tenir ensemble des individus au sein d'une cité. Très bien. Et qu'est-ce qui est très très intéressant ici que me semble montrer à l'image le film, c'est que cette reine, elle n'est pas montrée comme une victime. Déjà, c'est très très intéressant. Elle n'est pas une victime. Elle n'est pas montrée comme une femme qui est une victime et pas non plus comme une reine qui est une victime. Mais que, au fond, la thèse de Machiavel, c'est la suivante. C'est que le plus haut degré de la civilité, le plus haut degré de la civilisation, c'est de mettre en place une cité. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse nous préserver du chaos, c'est la politique. Mais, dans le même temps, ce qui nous préserve du chaos doit ménager une place au chaos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, qui est du côté de la civilisation et de l'ordre, ce n'est pas le contraire du désordre de la barbarie. Le prince, pour tenir une cité, doit à la fois ménager une place à l'ordre et à la civilisation, mais aussi à une part de barbarie et de désordre. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez Hobbes où, au fond, les hommes ont dû sortir de l'état de nature par un contrat social pour aller vers l'état civil. C'est que la cité, chez Nicolas Machiavel, elle est un mixte, un mélange d'état de nature et d'état civil. C'est ce que montre très bien le film. La reine Zafira, à un moment donné, dit la chose suivante. Alors, ça passe par les mots, mais aussi par l'image. Elle dit cette chose-là face à son miroir. Elle dit « Je veux être écouté comme le sultan et l'imam, mais je veux aussi que l'on me craigne comme la lionne. » À la fois haut degré de civilité et en même temps registre de l'animalité, de la barbarie. Et comment elle va l'incarner, ça dans une scène très très importante du film qui montre ce mélange, cette manière de faire de la politique qui à la fois ménage une place à l'ordre et au désordre. Au moment où, souvenez-vous, dans le film, il est question de trouver les assassins de Salim Toumi. Se pose la question de trouver ceux qui ont commis cet assassinat. Et elle n'est pas dupe, la reine. Arouj, qui promet d'arrêter les assassins de son mari, alors qu'il est probablement l'assassin de son mari, fait arrêter des innocents. Il fait arrêter des innocents. Et il fait notamment arrêter le mari de l'ami et de la confidente de la reine Zafira, Zoka, ou Zora, je ne me souviens plus de la prononciation, celle qui vient la consoler à un moment donné où elle est en pleurs après la mort de son mari. Et donc, Arouj fait arrêter le mari de sa meilleure amie, qui ensuite va venir frapper à la porte du palais pour implorer sa libération. Et Zafira n'ouvrira pas la porte et elle laissera condamner des innocents. C'est très puissant, cette idée-là. C'est-à-dire qu'elle a conscience du fait, cette reine Zafira, elle a conscience du fait que pour fonder une cité, il faut mettre en place une justice. Il faut reconnaître qu'il y a eu des coupables, fût-ce au prix de la commission d'une injustice. C'est-à-dire que l'instauration de la justice, à ce moment-là, passe par la commission d'une injustice. C'est une idée totalement nouvelle, radicale, de penser la politique, le politique, la manière de constituer une cité incarnée par une femme, qui n'est pas montrée. Je veux dire par là que, pour le coup, Adila Bendimerad et Dame Nouri nous évitent tous les poncifs sur le rapport d'une femme au pouvoir, qui serait tout que celui incarné par les hommes. Non, on a une toute autre manière de penser ce rapport au pouvoir. Et puis, simplement pour terminer, et toujours pour rebondir sur ce que disait Saad, c'est-à-dire combien le film, alors là sur le plan du fond et de la forme, et c'est pour ça que ça me permet toujours de répondre à ta question, est-ce qu'on est dans la pure illustration? Sur le plan du fond et de la forme, sur le plan de la manière et de la matière, il y a une parfaite congruence, enfin, il y a une parfaite mise en relation, c'est-à-dire
tous ces registres auxquels, sur le plan de la forme, le film emprunte, le théâtre, l'architecture, le scénario, cette féminisation d'un récit historique, ce moment liberty-valence, où au fond, il est peut-être préférable d'imprimer la légende que la vérité, parce qu'elle nous révèle quelque chose de plus vrai sur le rapport de l'Algérie à son histoire et de la manière pour une femme de se construire en tant qu'individu. Ce qui devient très très fort au fond, cette hétérogénéité sur le plan de la forme, eh bien, elle fait sens sur le fond. C'est-à-dire que le film, au bout du compte, il nous dit à travers la légende de cette femme. On ne sait pas si elle a existé. Il y a un dernier carton final qui nous le dit, qui ne le cache pas, qui ne le dissimule pas, qui nous dit très très bien. Attention, attention, la reine Zafira, peut-être qu'elle n'a jamais existé. Hein, sur le plan historique, son existence est contestée. Et ça, c'est très, très intéressant, parce que ça veut dire qu'au fond, eh bien, la femme, l'essence de la femme, ce que c'est qu'une femme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout comme l'Algérie avec un grand A, elle n'a pas d'identité propre. Ou alors, si elles ont une identité, je rebondis, j'écoutais avec attention Saad, qui, je ne sais pas s'il a fait exprès, il a utilisé un terme, sans doute qu'il a emprunté à Édouard Glissant dans son intervention. Au fond, si l'Algérie a une identité, si cette femme, elle a une identité, ce n'est pas une identité au sens de l'identité intégration, mais au sens de ce qu'entend Édouard Glissant, au sens d'une identité relation. C'est-à-dire que Édouard Glissant, à l'idée d'intégration, il oppose l'idée d'interférence. À l'idée de racine, il substitue celle de rhizome qu'il emprunte à Deleuze. C'est-à-dire que, au fond, la racine, elle est rhizomatique, tout comme cette femme, elle est rhizomatique, elle est plurielle, comme l'Algérie, elle est plurielle. Hein, c'est par l'introduction d'un autre, d'un élément étranger, que cette Algérie prend conscience d'elle-même, mais que ce rhizome, au fond, ne nuit pas aux autres rhizomes. Il ne détruit pas les autres comme il ne se détruit pas lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une perte, ce n'est pas une dilution, c'est une chance. C'est une chance. Au fond, cette Algérie colonisée depuis la nuit des temps, et ici en 1516, tout comme cette femme colonisée qui se décolonise, eh bien, au fond, ce sont non pas des sangs purs, mais des sangs impurs, des sangs mêlés, mais des sangs qui sont vivants. En tout cas, par le biais du cinéma, Zafira finalement existe. Est-ce que ça, tu voudrais rajouter quelque chose? On voit que les eaux du film d'Adila Bendimarad et Damien Nourri sont tellement généreuses et tellement écumantes qu'elles nous font écumer nous-mêmes, et on a envie de prolonger la grande pensée qui soulève ce film. Peut-être revenir sur quelques éléments, alors, beaucoup plus, pour ma part, concrets, prosaïques, mais liés au film. Il y a la forme, parce qu'on pourrait nous faire le reproche, vous délirez, vous venez avec vos savoirs, mais finalement, c'est pas le film c'est tout bon. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que David il a décrit très très bien cette ouverture, effectivement. Et j'ajouterais, alors, parce qu'elle est très riche, et peut-être quelques ponctuations, quelques éléments de suture qui traversent tout le film. Quand effectivement Harouche arrive avec cette dimension, je pensais taurine, vraiment de taureau comme ça qui fonce. C'est ça. Mais effectivement, le raccord est extraordinaire, parce que le raccord se fait à partir de l'ingestion par la reine Zafira d'un peu de glace. La reine Zafira est connue pour aimer les glaces et pour ne pas craindre le froid, dit-elle. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle se représentera à nouveau devant Astrid, qui est la compagne d'Harouche, qui elle vient de Scandinavie, qui est une musulmane de Scandinavie, c'est passionnant aussi, qui est jouée par Nadia Askevich, qui est une actrice qu'on voit beaucoup en ce moment, qui avait, avant d'être connue pour les derniers rôles qu'elle a eu avec Valeria Bruni-Tedeschi pour Les Amandiers. Le film de François Ozon, elle avait même joué pour le film de Damien Nourri et Adila Bendimirad, et elle se présente devant elle et dit la glace, je ne la crains pas. Et d'ailleurs, très étonnant, il y a de la buée. Elle croque. Et voilà. Et au moment où la Zafira discute avec Astrid, de la buée sort de sa bouche.
Ça, voilà, c'est bon pour les cinéphiles. Hein. Je dirais ça, c'est bon pour les youtubeurs qui adorent revoir les films 20 fois pour essayer effectivement de trouver des détails. Genre, il y a du froid qui sort à ce moment-là. C'est comme dans la fin de The Thing de John Carpenter. C'est très étonnant que de la buée s'échappe de sa bouche à ce moment-là. Je vous invite à revoir ce moment qui est passionnant. Surtout qu'elle est face à Astrid, qui a la femme qui vient du Nord et qui évoquera le Kraken. Qui évoquera face à Harouge le Kraken, donc ce monstre issu des légendes scandinaves et qu'on retrouvera dans Pirates des Caraïbes. Bon, parce qu'il y a cette pardon, je te coupe la parole, je suis désolé, mais je balance le morceau, et qui devait normalement être vu dans le film. Voilà, bon. Mais Damien est un peu... Mais en fait, c'est le film, le Kraken. Le Kraken, c'est le film. Le film est absolument monstrueux. Je veux dire, il y a cette dimension monstrueuse qui a à voir avec l'animal, avec la bête. En fait, la question que posait tout à l'heure David sur la question de la souveraineté, c'est la question de la bête. Il y a un grand séminaire de Jacques Derrida, la bête est le souverain. Le souverain, c'est aussi celui qui est capable d'incorporer des éléments bestiaux. C'est l'homme qui va monter sur le destrier. Il y a une très grande séquence de cheval monté par Harouge et Zafira avec un plan extraordinaire, tout à fait extraordinaire. On voit l'œil du cheval, mais exorbité, qui dit toute la dimension monstrueuse de cet accouplement sur ce cheval entre cet homme et cette femme, en plus qui vont parler par anaphore en se rapportant des rumeurs interposées, et qu'il faut déjà construire un site qui est tout à fait dérogatoire aux rapports qu'ils sont censés avoir ensemble, ou à ce qu'on est censé, nous, comme spectateurs, attendre devant cette scène-là. Donc elle croque effectivement dans cette glace, et Harouge arrive. Je veux dire, ça c'est très très fort, ce raccord est extraordinaire, parce que d'une certaine manière, elle ne craint pas le froid, et lui est décrit comme celui qui ne craint pas le chaud. D'ailleurs, quand il pose les pieds à Béjaïa, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il perd un bras. Ça, c'est une image de très grande force. Vous posez un pied en Algérie, vous perdez quelque chose. C'est ça l'Algérie, c'est cet engagement-là. L'Algérie prend beaucoup. Elle vous prend beaucoup de vous, elle vous prend des morceaux de chair de vous-même. Et il ne se rend pas compte, dans le feu de l'action, dans le feu de la bataille, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait perdu son bras. Il y a une image de la castration, d'une certaine manière, très puissante. Et c'est très étonnant, c'est que ça va aussi opérer quelque chose d'un bouleversement quasi sismique en lui, que lui dira plus tard Astrid, sa compagne, qui lui dit d'une certaine manière, on n'est pas fait pour se sédentariser. Nous, on est fait pour délivrer les villes et partir. Et il veut s'installer. C'est l'histoire d'un homme qui arrive en Algérie et qui veut y rester. Ça, c'est aussi très, très beau. Mais pour y rester, on y perd un bras. Et je dois avouer là que j'ai un peu pensé à toi, Samir. Genre, quand on va en Algérie, on perd quelque chose. Je veux dire, il y a une force de mortification. Mais c'est l'alliance. C'est l'alliance. Et regardez, quand Harouge perd son bras, vous avez toute une série de travelling circulaires autour de lui, qui vont se rejouer plus tard au moment de l'alliance scellée entre Salim et Harouge, où on sent bien que c'est une alliance mortelle. Cette alliance, ce sceau tracé par ces travelling circulaires, c'est la circoncision. Je veux dire, c'est la circoncision, c'est le marquage dans le corps, c'est la circonfession. Le film fait confession du rapport qu'il entretient et que ses auteurs entretiennent avec l'Algérie. C'est une alliance de sang, c'est une alliance de douleur, c'est une alliance de mortification. Ce sont des épreuves, mais c'est évidemment aussi pour un très grand émerveillement, parce que c'est aussi un pouvoir qui est celui du soulèvement et de l'émancipation. Encore une fois, ce qui est passionnant, c'est que le premier opposant, et c'est ce qu'a bien dit David tout à l'heure, à Zafira, c'est pas Harouge, c'est son mari. La première figure masculine contre laquelle elle s'oppose, c'est d'abord son mari. Elle va s'opposer à toutes les figures masculines. C'est comme si elle avait besoin d'Harouge, il y a quelque chose. C'est comme si elle l'appelait. C'est comme si c'était son démon, c'était la bête dont elle avait besoin pour monter, en faire son destrier et pouvoir, d'une certaine manière, s'émanciper de toutes les figures masculines qui s'exercent évidemment contre elle, mais jusqu'à son propre fils, d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment très, très beau, et ça va évidemment caractériser un certain rapport à la violence, puisque, par exemple, quand on lui apprend la mort de son mari, elle a toujours déjà anticipé en le rêvant et en s'accordant à elle-même la responsabilité de cette mort, qui passera d'ailleurs par la gorge. Autre effet de circularité, autre effet de cercle de sang, autre effet d'alliance, ou autre effet de circoncision. Et ensuite, la violence se jouera à cet endroit-là, se jouera au niveau de la gorge, c'est-à-dire à l'endroit où la voix sort et qui consacre une autorité pleine et entière. L'autorité est celle et la figure de celle qui parle et qui s'adresse aux autres. Et d'une certaine manière, elle va s'en attaquer là à la question évidemment de la gorge, jusqu'à ce que cette violence-là se retourne aussi d'une certaine manière contre elle-même. Ça traverse tout le film et ça montre et ça raconte un certain rapport qu'on entretient avec l'Algérie, encore une fois, qui est un rapport très fort,
très douloureux, très violent, qui rejouerait constamment une alliance, mais aussi toute une série de mésalliances, de trahisons, et on imagine à quel point les auteurs aussi du film ont dû être aussi trahis pendant les 10 années où ils ont porté à bout de bras ce projet-là. Ce film aussi raconte ça, mais d'une certaine manière raconte aussi jusqu'au bout que pour tenir souveraineté, pour garder une souveraineté à l'égard de son travail ou du rapport qu'on a avec l'Algérie, d'une certaine manière, on ne doit pas faire l'économie du sang. D'un sang qui peut être à la fois la circulation d'une violence qui risque évidemment de conduire à une forme de crise mimétique, c'est-à-dire que finalement tout le monde est l'ennemi de tout le monde. L'Algérie, ça a été un pays de guerre civile. Il y a une dimension de fratricide qui caractérise l'histoire de l'Algérie, dont avait admirablement parlé Karim Ghazali dans un essai qui avait été publié à la Découverte il y a quelques temps. Voilà, je veux dire, la colonisation a produit aussi une dimension de fratricide très très grande dans l'histoire de l'Algérie. Donc il faut aussi assumer ça, assumer ce risque-là et en même temps, à un moment donné, savoir s'en distinguer, assumer la bête d'une certaine manière en l'empêchant de basculer dans la crise mimétique, dans le fait que tout le monde deviendrait l'ennemi de tout le monde. Et c'est aussi le sens du geste suicidaire final que les auteurs accordent à Zafira. D'ailleurs, dans les textes, les rares textes que l'on connaît, notamment, ça a été une série épistolaire qui avait été publiée par un diplomate français au XVIIIe siècle, qui s'appelait Eugène Tassi. En fait, voilà, elle tentait de tuer Harouch, d'ailleurs, et ensuite, elle avalait une fiole et elle s'empoisonnait. Là, c'est très différent. Elle peut se tuer, elle ne peut pas tuer Harouch. Elle en a fini d'une certaine manière de ce genre de violence-là. Elle est imprenable. Alger devient d'une certaine manière, par sa personnification mythique avec Zafira, comme une figure imprenable dont la violence est la violence qu'elle est capable de déchaîner, mais uniquement contre elle-même et pas contre les autres aussi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, cette question du suicide me semble être une question très très forte qui dépasse, qui permet d'ailleurs à la dernière reine, pour moi, plus fort que Kindle, où on était uniquement dans un registre. C'est le registre de la violence mythique qu'on avait en fait, qu'on a très travaillé par Damien Nouri et avec Adila Bendimerat, quoi. C'est-à-dire voilà la violence qui est constitutive du droit d'une certaine manière, qui ne cesse pas de reproduire ses propres logiques. Là, on est passé du côté de la violence divine, hein, pour reprendre une dichotomie qui avait été proposée par Walter Benjamin il y a un siècle maintenant, dans un texte qui s'appelle Critique de la violence. Voilà, c'est une violence qui justement en cesse avec le droit. Et là, il y a effectivement la question de l'émancipation. Il y a la question de l'autre violence, qui n'est pas la violence qui répète la même violence, du colonnat, de la colonisation, de la domination, du patriarcat ou que sais-je, d'une violence autre, qui est aussi nécessaire à exercer sa souveraineté, y compris jusque dans le suicide, qui est le premier problème philosophique sérieux, comme le disait un autre Algérien à l'époque, qui s'appelait Albert Camus. Tout ça est quand même travaillé par le film. C'est pour ça que c'est un film, d'une certaine manière, désespéré, quasi suicidaire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas notre souveraineté. Hein, et ce film en attestera. Voilà. Donc c'est aussi un film de bataille. Ce que le film montre, c'est exactement ce qu'il raconte de ses propres conditions d'existence. De ce point de vue-là, le film vérifie le postulat de Rivette. Hein. Tout film est un documentaire sur son tournage. Le film raconte très précisément, le film allégorise très précisément toutes les forces qui se sont à la fois déchaînées, qui ont été enclenchées pour permettre la réalisation de ce film. C'est un film qui raconte précisément par quelle veine il se présente devant nous et au nom de quelle histoire. Et c'est une histoire qui a commencé évidemment bien avant lui. De ce point de vue-là, encore une fois, il faut insister, c'est quand même un film exceptionnel, non seulement dans le paysage algérien, mais de fait, le film exercera forcément un rayonnement au-delà. Genre, pour finir, on avait pensé avec Alexia à Cléopâtre de Mankiewicz, parce que quand on voit Cléopâtre, c'est la fin. C'est la fin du système hollywoodien d'une certaine manière que le film accueille avec lui. Et là, c'est le contraire. C'est presque un film qui voudrait mettre au monde un univers de cinéma qui rendrait possible la condition d'autres films qui seraient semblables à celui-là. Donc c'est une opération qui est folle. Il y a une folie très très grande dans ce film-là qui coïncide avec la folie de Zafira. Mais encore une fois, c'est des questions de souveraineté. Donc c'est aussi des questions de violence, mais de violence qui doivent se distinguer de la violence de celui ou de celle qui veut mettre un terme à votre souveraineté. Et cette violence-là, elle est nécessaire aussi à faire des films, et elle s'assume, et elle est absolument politique, y compris, et évidemment de manière exemplaire, quand on prend la rue, et quand on se met en mouvement pour lutter pour plus de liberté et plus d'égalité dans un pays dont l'État
qui est le légataire de la révolution et de l'indépendance, trahit constamment cet héritage. D'ailleurs, entre parenthèses, le terme guerre civile, je l'avais évoqué lors d'une émission Microciné en Algérie quand j'y travaillais et j'avais été convoqué par la direction parce que c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser. Exactement, mais tout à fait. Exactement, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui travaille beaucoup. Ça, l'impossibilité même de formuler l'idée que on parle de décennies noires. Il y a des réalisateurs algériens, oui, des décennies noires, mais il faut bien à un moment donné allumer la lumière et bien éclairer ce qui s'est passé dans une décennie qui a été noircie. Et c'est la guerre civile, et c'est des historiens aussi algériens qui le disent. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de difficulté, évidemment, à pouvoir énoncer ça. Et à sa mesure, le film de Daniel Nouri et d'Abdia Benlimane nous aide aussi à y voir un peu plus clair, d'une certaine manière. Mais sur la bête, c'est-à-dire sur nos pulsions, sur le rapport qu'on exerce à l'endroit de la violence, parce que c'est aussi avec ça qu'on fait citer. Voilà. C'est avec ça aussi qu'on construit la politique. La politique, c'est la question de la violence. Donc, et seule la violence aide là où la violence règne. Mais c'est pas la même violence. Donc, il y a une division dans l'ordre de la violence. Et c'est exactement ce dont parle la dernière règle. Qui n'évacue pas la question de la violence, mais qui voit bien qu'entre donner la mort en reproduisant un schéma mimétique et se la donner à soi-même pour s'émanciper et être irréductiblement tenu sur sa souveraineté, c'est deux choses très très différentes. Et de ce point de vue-là, le film a une dimension politique et qui évidemment évacue toute idée de poncif, d'illustration, d'académisme. C'est un film rigoureusement et actuel, enfin qui brûle. C'est un film complètement irradié. En tout cas, le film sort le 19 avril sur vos écrans, comme on dit, et j'espère très vite en Algérie, très très vite, parce que ça c'est aussi important. C'est un film réalisé donc par Damien Honouri et Adela Bendimerad, et aujourd'hui il était important d'écouter David Fonseca et Saad Chakali, qui questionnent eux aussi le cinéma à travers des textes. Le rayon vert, par exemple. En tout cas, c'est ce qui les réunit. Saad et Alexia pour l'espace blog qui s'appelle Des Nouvelles du Front et David qui est sur d'autres projets littéraires. Merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir consacré de votre temps si précieux. C'était passionnant. Maintenant, il faut aller voir le film. Et puis, si vous avez le temps, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, écrivez. Faites des commentaires, c'est un dialogue, c'est important et ça permet beaucoup de choses. Et puis si vous êtes d'accord avec eux aussi, pourquoi pas. Merci vous deux, merci beaucoup d'être présents, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Et puis à très vite. Merci à vous. Salut. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.